je m'appelle Jean-Pierre Laforce, je suis mixeur et je suis à Cannes pour accompagner et aussi vérifier les conditions de projection du film de Sophie Fillière, Ma vie, ma gueule, qui passe à la quinzaine des cinéastes. Je suis arrivé sur ce film d'abord parce que j'ai mixé presque tous les films de Sophie. J'en ai mixé 5. Donc on se connaît depuis très longtemps et elle m'avait demandé de mixer ce film avant sa mort. Et voilà, donc c'est très simple. Il y a une historique de travail, je dirais, qui fait que assez naturellement, elle a eu envie qu'on continue. Et, je peux pas le remercier, mais je le remercie quand même. Mais en fait, alors ce qui est important de savoir pour les gens qui verront le film, vous l'avez vu, c'est que quand elle a écrit ce scénario, elle n'était pas malade. En tout cas, elle ne se savait pas malade. Et étrangement, moi, quand j'ai eu le scénario entre les mains, à cette époque-là, j'ai lu le scénario que j'ai trouvé très beau. Et j'ai dit à ma femme, qui n'est autre que sa productrice, par ailleurs, Julie Salvador, j'ai dit, c'est étrange, ce film était comme un film testamentaire. Et donc, il y a quelque chose qu'elle a écrit, je dirais, presque dans une forme d'inconscience par rapport à l'issue qui l'attendait à la fin du tournage. Donc, le film s'est monté assez difficilement, avec peu d'argent. C'est beaucoup l'avance sur recette qui l'a financé. Et puis le distributeur qui l'a accompagné jour de fête. Donc, ça s'est fait dans des conditions très, très minimales. Il a été mis en tournage en juin dernier. Et là, évidemment, Sophie savait qu'elle était malade. Il a été tourné, je crois, à peu près en 5 semaines, donc dans une durée courte. Et puis, à la fin du tournage, au lendemain de son tournage, elle a été hospitalisée. Et un peu comme si elle avait réussi à aller au bout du tournage. Et 3 semaines après, elle est décédée, quoi. Mais elle a eu le temps, dans tout ce moment où elle était à l'hôpital, de dire exactement comment elle voulait organiser la suite du film, et notamment, évidemment, la post-production. Et elle a fait ce choix de demander à ses enfants, Agathe et Adam Bonitzer, de superviser, on peut dire ça comme ça, la post-production du film, en confiant à chacun de ses collaborateurs. Alors, historique, il y a Emmanuel Collineau, que vous allez interviewer, la chef opérateur, qui a fait aussi, je ne sais pas combien, mais beaucoup de films avec Sophie, et qui lui a demandé évidemment de superviser l'image, d'étalonner, etc. Mais ça, c'était, je dirais, ça allait de soi. Moi, elle m'a demandé pareil, c'est un mot que j'aime pas trop, mais elle a eu un mot pas de m'approprier, bon, on va dire ça comme ça, je ne retrouve plus le mot, de superviser le son. Et puis à François Quiqueret, le monteur que vous allez interviewer, vous avez déjà interviewé, je ne sais pas, qui était lui nouveau, si je peux dire, dans la tribu, de s'occuper du montage avec les enfants. Mais les enfants ont tous suivi. Hein, ils n'ont pas suivi que le montage, ils ont suivi l'étalonnage, ils ont suivi le montage son, ils ont suivi le mixage. Voilà. Donc c'était très particulier parce que, en fait, comment dire, Sophie n'était pas là, mais elle était représentée par des gens. Enfin, moi, je les ai trouvés absolument incroyables là-dessus. C'est-à-dire qu'ils sentaient très, très précisément dans quelle direction devait aller dans le film sans arrêt, etc. Et qui étaient très proches, je pense, de ce que leur mère aurait fait, quoi. Voilà. Après, et bien sûr qu'il y avait un espace de liberté là-dedans. C'est-à-dire que si on avait dû se demander sans arrêt qu'est-ce qu'aurait fait Sophie, on ne serait jamais arrivé au bout du film. Donc, tout de suite, je dirais sans parler, tout le monde a fonctionné sur son sentiment par rapport au film et son sentiment par rapport au film de Sophie. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Alors après, on pourrait parler plus précisément de ce que j'ai travaillé le plus, c'est-à-dire le mixage. Et puis, à l'origine du son, bien sûr, il y a que je veux citer, il y a Damien Luquet et son père Schneid, Séverin, qui ont fait un travail superbe,
D'ailleurs, vous avez pu l'entendre hier, je veux dire, le résultat de ce que vous avez entendu sur les voix, etc. Et les voix dans les films de Sophie, c'est extrêmement central. Bah, c'est leur travail aussi, et qui a été absolument magnifique. Donc une toute petite équipe, même moi-même je figure dans le film, dans une scène. Vous m'aurez pas vous m'aurez pas remarqué parce que je suis de dos. Enfin, c'est presque un film de famille, j'exagère, mais il y a quelque chose comme ça, quoi. Alors le mixage c'est fait d'une façon aussi très particulière parce que avec très peu d'argent. Donc moi, habituellement, je fais pas ça du tout. C'est-à-dire que moi, je mixe dans un auditorium, je mixe et voilà quoi. Et je mixe tout de front, je fais pas de pré-mix. Enfin bon, bref. Là, vu les conditions financières, on est obligé de préparer le mixage, mais en prenant beaucoup de précautions. C'est-à-dire en préparant, bon, évidemment, dans une salle qui était une salle de montation que je connaissais bien. Et en allant écouter de temps en temps chez Cinéphase, grâce à Jean-Yves Rousseau, qui est le directeur de Cinéphase, qui nous a aussi beaucoup aidés, soutenus, pour faire des écoutes en Audi, dans un Audi dans lequel je travaille quasiment systématiquement, qui est un très bel Audi, avec une vieille console que j'aime beaucoup, qu'ils vont mettre à la benne quand j'arrêterai de travailler, mais c'est pas grave. Et voilà, et donc on a pu écouter quand même le rendu, etc. Et puis se caler, François qui a suivi aussi le montation et le mixage, se caler entre nous, parce que c'était aussi une découverte de travail. Autant je connaissais Sophie, autant travailler avec Agathe et Adam, je les découvrais, et François aussi, puisqu'on n'avait pas de passé de travail avec François. Et tout ça s'est passé dans une très très bonne intelligence, et on a fini dans l'Audi, on a mixé 5 jours. Je pense qu'il y a eu j'espère en tout cas, une intelligence mutuelle et un respect profond. C'est-à-dire que personne, je crois, nulle part dans ce film n'a abusé de son statut en disant moi j'ai fait 5 films avec Sophie, alors non, c'est comme ça qu'il faut faire ou comme ça. C'est pas ma nature. Mais alors là encore moins. Donc ça, c'est une chose. Et eux avaient vécu tout le montage, donc avaient un passé, une culture du film que moi, je n'avais pas, d'une certaine façon. Et ça, c'est toujours comme ça en mixage. Vous travaillez un film que d'autres ont travaillé avant vous et qui connaissent à leur endroit beaucoup mieux. Et vous apprenez à le connaître à votre endroit. Chacun fait ce qu'on appelle, parce que j'appelle, c'est Pascal Ferrand qui disait ça, et j'ai gardé ça, la culture du film. Donc, on a mis en commun un peu nos cultures. Et puis, on a trouvé un endroit où se caler, où on me disait ça. Bon, des fois, j'étais pas forcément tout à fait d'accord avec ça. On modifiait, on essayait, etc., etc. Et tout ça dans un truc de respect profond et d'une certaine gravité aussi, parce que évidemment, c'était comment dire, une responsabilité très très particulière, quoi. On a toujours une grosse responsabilité quand on mixe un film, mais alors là, ouais, celle-là, elle était un peu lourde. Mais en même temps, pas tant que ça, parce que, encore une fois, tout ça était dans le travail, on avançait, voilà. Aux enfants, oui. Euh, mais même, on en avait très, très, très peu parlé, mais par exemple, qu'il y aurait sûrement très peu de musique dans le film. Et comme vous avez pu le constater, il y en a très, très peu. Enfin, il y en a pour ainsi dire pas, sauf à la toute fin. Et comme disait Agathe hier dans une interview, c'est que en fait, ils ont essayé, parce que Philippe Catherine a fait une séance en studio en proposant des musiques, etc., qui étaient très bien en elles-mêmes, mais le film rejetait systématiquement la musique. Et c'est pas un hasard, je crois. Je veux dire, elle l'avait pas conçu comme ça. Et elle avait dit, s'il faut de la musique, c'est vraiment très très peu de choses, etc. Et pour le reste, on n'en a pas parlé parce que, je sais pas comment dire... on est un peu connecté, quoi. Donc, il n'y a pas besoin de se dire là, il faut que, etc. Et puis, il y a un truc central, pas aussi, qui a une part énorme du film, c'est la comédienne principale. C'est Anna Jaoui, qui est absolument fantastique. Moi, j'étais complètement, franchement subjugué par ce qu'elle a fait, quoi. De porter ce personnage d'un bout à l'autre du film en étant le personnage de la première image à la dernière, totalement. Et donc ça, c'était un cadeau total, parce qu'en mixage, quand vous avez une actrice de ce niveau-là, ça veut dire que vous avez plein de points d'appui pour
pour faire un peu plus comme ça, un peu moins comme ça, un peu plus. Et le mixage, c'est ça, c'est on éclaire, on assombrit là, c'est un peu comme l'image de ce point de vue-là. On a quelque chose qui est entièrement éclairé, et puis à un moment donné, on choisit de plutôt mettre ça en valeur, etc., etc. Et comme le cinéma de Sophie est un cinéma qui est fondé totalement sur l'incarnation, donc sur l'acteur ou l'actrice, bah, ce cadeau-là d'Agnès, ça a permis d'avoir encore une fois, de mixer sa voix à elle particulièrement, mais d'être au plus près du texte. Et ce qui est absolument central dans le cinéma de Sophie Fillière, c'est-à-dire que c'est une très très grande dialoguiste, vous avez pu entendre. Euh, donc le texte, non seulement doit arriver aux oreilles du spectateur, mais elle doit avoir une présence et doit être complètement incarné par le corps de l'acteur ou de l'actrice. Voilà, et ça, c'est le 80% du travail. Et après, c'est rajouter quelques sons, très peu, etc., d'être très minimaliste sur la question du son. De toute manière, c'est ce qu'elle avait fait dans tous ses films, pour les avoir pas tous mixés, mais presque. Et par ailleurs, c'est ce que souhaitaient ses enfants, parce qu'ils étaient complètement dans cette logique-là. Donc, il n'était pas question de tout d'un coup, sur les extérieurs, par exemple, à la fin du film, où on est dans des paysages très vastes, d'avoir un truc, comme on ferait peut-être dans d'autres films, très, très spectaculaire. Non, c'est pas du tout ça qu'elle souhaitait. Elle souhaitait qu'on sente le vent, etc. Quelque chose qui soit complètement dans l'image et à l'échelle du film. C'est un film pas grandiloquent, c'est pas... voilà. Alors en fait, au début, dans la copie de travail, on avait une autre voix, et puis tardivement, euh, personne n'était vraiment complètement convaincu par cette voix au téléphone, et ils ont eu, je crois que c'est Agathe qui a eu l'idée de faire appel à Isabelle Candelier, qui est une super actrice, et qui a joué donc cette voix, etc. Après, le jeu avec cette voix qu'on entend, dans la copie travail, il était par exemple joué, elle sort et le son du téléphone part avec elle, et puis elle revient immédiatement, le son revient du téléphone, enfin des écouteurs, etc. Bon, alors du coup, moi j'ai accentué le procédé. C'est-à-dire que, par exemple, quand elle met les écouteurs, elle met un écouteur, on entend mal, elle met deux écouteurs, on entend mieux. Quand elle s'en va, il y a le même truc. Après, j'ai refait le mouvement parce que c'était trop rigolo à faire. Donc, j'ai enlevé le fait de la machine et je l'ai fait à la main. Et puis après, elle descend les escaliers, on la perd, on la remonte. Ce qui fait que ça donne beaucoup plus à la fois la géographie de la scène, mais aussi un truc de continuité de cette conversation. Si elle était constamment au même niveau, etc., ça serait complètement lassant. Là, ce qui est drôle, c'est qu'elle est sur deux niveaux à la fois, Agnès, que le personnage, quand il joue ça, c'est-à-dire à la fois de continuer à mentir, d'aller à cette salle de sport en prétendant qu'elle va chez elle, et en même temps, cette logorée qui ne cesse pas, on croit l'avoir perdue, ah ben non, elle est encore là. Voilà. Donc c'est mixé pour arriver à ça. C'est juste le sens de la scène. Et en fait, c'est déjà indiqué dans la copie, de ce qu'on appelle la copie travail, c'est-à-dire le montage avec un son assez brut, quoi. En se parlant, déjà, moi, d'abord, je suis passé sur le tournage puisque j'ai figuré, donc voilà. Et je connaissais un peu Damien puisqu'il avait été le perchman d'Henri Maïkov sur La Belle et la Belle, le précédent film de Sophie. Après, je sais à quel micro il travaillait, à quel matériel. Et puis, il m'a envoyé des rushs, par exemple, sur la scène du bus que vous avez vu. Et ben, il m'a envoyé des rushs pour savoir si ça allait. Et ça, moi, je trouve que c'est... Moi, j'aime beaucoup les ingénieurs du son qui ont cette relation-là avec les mixeurs ou monteurs des directs d'ailleurs, quand ils ont un doute sur une scène ou l'enregistrement d'une scène, ils vous envoient un bout de cette scène à l'état de rush ou de montage grossier pour dire est-ce que ça va. Par exemple, Duret, qui j'ai beaucoup travaillé, Jean-Pierre, il fait ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport de confiance. C'est-à-dire, moi, je lui renvoie le truc, puisque maintenant, je monte aussi de temps en temps les directs des films que je mixe. Je lui renvoie le truc, je lui dis, bah, OK, ça va, ou ah, là, attention, là, on est vraiment dans la limite. Et l'ingénieur du son cherche toujours la limite à laquelle, en dessous de laquelle il ne faut pas qu'il descende, parce que sinon, ça met vraiment en jeu la matière même du direct. Et le direct, c'est, encore une fois, c'est l'incarnation de l'acteur. Donc, c'est absolument précieux, quoi. Alors là, il est important déjà intimement, parce que je vis avec la personne qui l'a produit. Donc, vous imaginez que produire un film comme ça, c'est énorme.
Donc moi, j'ai vécu ça presque, oui, on peut dire ça au quotidien, avec les personnes que j'aime. Et l'autre personne que j'aime différemment, Sophie, c'est quand même un film voilà, que je l'ai vu, que j'ai vu et compris qu'elle ne finirait pas. Donc c'est un film très très particulier. Et par ailleurs, alors on ne sait plus, hein, parce que évidemment tout le caractère, je dirais, émotionnel du film, affectif du film, peut-être réagit là-dessus, mais je dirais pour moi que c'est son plus beau film parce que c'est sûrement le plus pur, c'est-à-dire le plus près de ce qu'elle a toujours voulu faire et qu'elle a fait très bien dans d'autres films par ailleurs qui sont magnifiques. Mais celui-là, je trouve qu'elle atteint, voilà, pour moi, ça restera le plus beau, peut-être parce que c'est le dernier, mais je ferai pas la part des choses en tout cas.